Pour notre première table ronde, nous allons poser la question, mais de quoi parle-t-on vraiment? Parce qu'on parle de plus en plus de prévention, mais ça reste une notion parfois encore un peu floue pour la population, notamment lorsqu'il s'agit de distinguer la prévention primaire, qui va nous aider à aller mieux grâce à l'alimentation, à une activité physique et à tout ce que nous allons découvrir aujourd'hui et demain, de la prévention secondaire qui, elle, vise à éviter donc toute aggravation ou rechute en cas de maladie. Et pour traiter le sujet, nous avons le grand plaisir donc d'accueillir Monsieur François Bec, donc directeur de la prévention et de la promotion en santé chez Santé publique France, et le docteur Jean-Martin Cohen-Solal, président de Dargia Conseil, ancien délégué général du Comité français d'éducation pour la santé. Prenez place, ancien délégué général de la Fédération nationale de la mutualité française. Et pour animer ce débat, Anne Jean-Blanc, journaliste santé, responsable éditoriale santé des Forums du Point. Anne, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est une très belle journée et demie qui commence. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire autour de la prévention. On va commencer, si vous êtes d'accord, messieurs, par redéfinir ce qu'Hélène a dit assez brièvement. Prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire. Jean-Martin Cohen-Solal, de quoi parle-t-on exactement? Bonjour à tous. D'abord, je suis très plaisir d'être aujourd'hui ici parmi vous, et notamment à la Villa-M avec le groupe Pasteur Mutualité, pour plein de raisons différentes, et personnelles et professionnelles, avec Bertrand et Michel notamment. C'est une très belle réalisation, et je félicite encore Thierry et Amanda d'avoir abouti, et c'est un vrai plaisir pour nous de pouvoir travailler ici aujourd'hui. Alors, la prévention, c'est effectivement un mot qu'on emploie beaucoup. Il faut quand même avoir quelques définitions. Pour l'OMS, la définition de la prévention par l'OMS, c'est l'ensemble des actions, des attitudes et des comportements qui tendent à éviter la survenue de maladies ou de traumatismes, ou à maintenir et améliorer la santé. Alors c'est très vague, très général. Après, on définit la prévention en 3 stades. La prévention primaire, qui agit en amont de la maladie, par exemple les vaccinations, toutes les actions sur les facteurs de risque, tabac, alcool, alimentation, mais aussi des actions très différentes, comme le port du casque en moto, la ceinture de sécurité, tout ce qui est vraiment en amont. Et quand je parle de casque, ceinture de sécurité, je pense qu'on se rend pas... Je me souviens, jeune médecin, jeune chirurgien, ce qu'étaient les accidents de la route avant la ceinture de sécurité, et on voit les progrès formidables, toutes ces actions qui ont évité un certain nombre de traumatismes. C'est la prévention primaire, donc c'est très en amont. Après, il y a la prévention secondaire, qui est plutôt... ça cherche à identifier une maladie au stade précoce, et notamment tout ce qui est dépistage. Dans la prévention primaire, je n'oublie pas surtout les vaccinations. Toujours pas les vaccinations. Par ça, d'ailleurs. D'accord. Oui. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est un sujet extrêmement important. Vous Je avez vous en raison. reparler tout à l'heure. La prévention secondaire, c'est tout ce qui est dépistage. Et c'est extrêmement important parce que ça permet effectivement de connaître une maladie très en amont et très tôt. Et sur le dépistage, il y a toujours un mot, on doit aller de plus en plus vers des dépistages ciblés et pas des dépistages généraux, parce qu'on commence à savoir beaucoup mieux, grâce à la recherche, de quelle pathologie on peut souffrir, grâce notamment à la génétique, grâce à l'évolution. Et on doit faire un dépistage ciblé sur les populations. Et la prévention tertiaire, qui agit sur les complications et sur les risques de récidive des maladies. C'est une maladie. Donc il y a 3 stades de la prévention, mais en général, quand on parle de prévention, on parle plutôt de prévention primaire. C'est ça quand on parle globalement de prévention. Alors, sur la prévention, quelques mots par rapport à l'évolution du sujet. Moi, je m'occupe de prévention depuis très longtemps maintenant. Je suis ça depuis plus d'une 40aine d'années. On a tendance à dire il faut enfin vers la prévention. Et en fait, on dit ça depuis des années. Moi, je me souviens très précis du programme présidentiel de François Mitterrand en 81, pour des raisons très personnelles. La première des priorités était développer la prévention et l'éducation pour la santé dès l'école primaire. Donc c'était en 81, et c'était probablement les autres candidats aussi, c'est la même chose. Et regardez toutes les élections présidentielles, nous, je les suis très régulièrement, dans tous les programmes de tous les candidats, quels que soient les partis, il faut enfin développer la prévention. Et la prévention est maintenant dans l'intitulé du ministère de la Santé, d'ailleurs. Alors, un progrès symbolique, mais les symboles, ça compte. C'est effectivement que le ministre est ministre de la Santé et de la Prévention. Et moi, j'ai tendance à dire que, contrairement à ce qu'on dit, la prévention, on en fait depuis longtemps. Et quelque part, on n'en fait pas assez. C'est pas assez intégré dans la santé. D'ailleurs, on voit bien qu'en termes de budget, je crois qu'en France, 2% du budget de la santé est consacré à la prévention, alors que dans les pays de l'OCDE, c'est en moyenne de 3%, qu'on n'en fait pas encore assez.
mais on en fait depuis des années. Et ce que je dis ça parce que ça marche. Quand je dis que ça marche, c'est qu'il faut en faire encore plus. Je vais donner quelques exemples que les plus anciens d'entre nous, ou c'est pour les jeunes. C'est que quand on était, il y a 20 ans, 30 ans, quand on était en réunion et qu'on était gêné par le tabac, parce que tout le monde fumait, on sortait. Oui. Maintenant, quand on veut fumer, on sort. C'est quand même une différence fondamentale de liberté. Avant, on fumait dans les avions, on fumait dans les trains. Dire à un jeune aujourd'hui, quand je dis à ma fille qu'on fumait dans les avions et dans les trains, ça semblait incroyable. À un moment, on n'avait plus le droit de fumer le cigare dans l'avion. Et il y avait quelques rangs à l'arrière de l'avion où il restait des fumeurs. C'était des places absolument horribles où tout le monde venait fumer. Tout le monde venait fumer et dans les trains. Donc, il y a un progrès qui est très important et un progrès qui est un progrès sociétal. On voit, par exemple, les images. Regardez les films de Claude Sautet. Les films de Claude Sautet qui sont très marquants d'une période, tout le monde fume. Et tout le monde entraînait les autres à fumer. Moi, je me souviens d'un test que j'avais fait quand j'étais au comité d'éducation pour la santé. On avait fait un test avec un institut. On avait demandé à une émission de télé, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de chaînes, donc c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, à des présentateurs de se mettre à fumer à certains moments. Et on mesurait le taux de fumeurs dans la population, dans les téléspectateurs, avant ou après. C'est très net. Quand les gens étaient à fumer, tout le monde fumait. Mais quand on voit les émissions de télé, et pas seulement celles de Pollack, donc les gens fumaient naturellement. Donc, je veux dire, ça fonctionne, ça marche, il faut aller encore plus loin. Et je dis ça pour donner confiance aux gens qui font la prévention pour continuer. Ben justement, est-ce que ça vous donne confiance, François Bec, pour encore accentuer tout ce que vous êtes en train de faire? Oui, certainement. Je sais pas, vous m'entendez bien? Oui, pardon. Oui, tout à fait. Et l'exemple du tabac est excellent parce qu'on voit bien à quel point les efforts de la prévention, qui ont été assez importants sur cette thématique-là, ont vraiment permis d'opérer une dénormalisation du produit, ce qui correspond à tout ce que vous décriviez. Donc ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait de plusieurs manières assez complémentaires, avec à la fois des grandes campagnes de dénormalisation, qui viennent vraiment s'opposer aux campagnes de marketing qu'ont pu avoir l'industrie du tabac pendant des années, mais jusqu'à la loi E20, au début des années 90. Et donc, il a vraiment fallu faire une sorte de contre-marketing. Donc ça, c'est la première chose. Et puis aussi, beaucoup de mesures de santé publique qui avaient plus ou moins de lien avec la communication. Par exemple, le paquet neutre de tabac, ça c'est maintenant on s'y est habitué, mais au début c'était un peu bizarre, les paquets neutres avec des photos horribles. Maintenant c'est devenu la norme aussi. Et puis il y a une autre dimension très importante. Donc on parlait, vous évoquiez les budgets qui sont limités autour de la prévention parce que c'est compliqué. Ce qu'on prend pour la prévention en général on l'enlève aux soins. Et donc on voit bien la difficulté que ça pose. Mais dès qu'on travaille les modèles économiques de la prévention, on voit que c'est des choses qui peuvent être extrêmement puissantes en termes de retour sur investissement. La difficulté, c'est qu'il faut attendre, parfois un peu, souvent beaucoup, mais que ce retour sur investissement, il est extrêmement fort, notamment pour un produit comme le tabac, mais ça va être vrai aussi pour la sédentarité, l'activité physique, l'alcool, des choses comme ça. Mais vous dites dénormaliser certains produits, il a fallu en normaliser d'autres, je pense à la ceinture de sécurité. Est-ce qu'il est plus difficile de dénormaliser un produit toxique que de normaliser un produit facteur de prévention ? Ça dépend des cas. En fait, la grande difficulté de la prévention, c'est que elle est en général pas agréable. On empêche les gens d'avoir un plaisir, on les freine dans leurs addictions. Et donc, ce qui est très important en communication sur la prévention, c'est d'arriver à s'appuyer sur tout ce qui est positif pour montrer que finalement c'est intéressant d'aller dans ces directions-là qui ne sont pas celles dans lesquelles on a envie d'aller spontanément. Je pense il y a une thématique par exemple sur laquelle on est en train de beaucoup réfléchir, qui n'est pas évidente à prendre en compte, mais qui est très importante, c'est celle du sommeil. Le sommeil, ça peut être un levier très positif, on peut en faire vraiment des formes d'apologie. Or, on sait que le manque de sommeil va être quelque chose qui est extrêmement central dans la survenue des maladies chroniques, de beaucoup de pathologies. Et donc là, on voit que c'est typiquement le genre de thématique sur laquelle on doit pouvoir arriver, nous, avec les communicants, à proposer des solutions qui fassent envie. Et ça, c'est un gros défi de la prévention. Alors justement, faire envie, Jean-Martin Cohen-Solal, vous êtes quand même le papa, entre guillemets, de slogans qui ont vraiment marqué, qui marquent encore des générations. Un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Je voudrais d'abord que vous nous disiez la première version de ce slogan. Qu'est-ce que ça devait être au départ ?
En fait, le brief que j'avais donné aux agences, ça paraît évident aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 80, ça l'était pas. C'était condamner l'excès, prenez la modération. À l'époque, on dit plutôt soit on ne buvait pas, soit boire un peu, c'est pas supportable pour les malades alcooliques. Et donc, après beaucoup d'études, après être allé voir ce qui se passait dans les pays anglo-saxons, pays scandinaves, on est arrivé à ce brief, à peu près faire des études. Bon. Et le premier slogan qu'on m'avait proposé, c'était un verre c'est bon, 3 verres c'est con. Et moi, ce qui m'avait plu, c'était le 1 verre, 3 verres. Et à l'époque, on ne pouvait pas dire c'est bon, parce qu'il y a des gens pour qui même un verre, ce n'est pas bon. En fait. Et c'est con, ça ne se disait pas à l'époque pour des organismes publics. Et donc, mon seul apport dans la campagne, c'est de dire ça va. Je lui dis, il faut aussi dire un verre ça va, et proposer des rimes en A. Oui. Donc, on va proposer un certain nombre de rimes en A, dans lequel j'ai choisi Bonjour les dégâts, avec beaucoup de doutes, parce qu'on ne sait jamais si ça marche ou pas, donc on va tester, retester. À l'époque, il y avait des fortes oppositions à cette campagne, très fortes, de la part des alcooliques évidemment, du lobby de l'alcool, qui était encore déjà très fort, qu'il l'est toujours aujourd'hui, des chaînes de télé, excusez-moi, mais aussi des supports, parce qu'il y a beaucoup de publicité sur l'alcool, donc tout ce qui est l'alcool, attaquer les supports. Je me souviens, un certain nombre de copains dans ces milieux-là me disaient, mais tu ne peux pas faire ça, c'est scandaleux. Et donc, ça a été remonté assez haut, et j'avais dû aller présenter la campagne à l'Élysée, pas au président de la République, mais à son cabinet, pour voir s'il y a posé des problèmes politiques ou pas. Et le cabinet du président de la République avait donné son accord pour que ça passe. Mais c'est une campagne dans laquelle j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Alors, je peux vous raconter l'histoire, parce que l'histoire est marrante. Jean de Cavazoué va se souvenir de qui je parle. Le directeur général de la santé et des hôpitaux, avant qu'on arrive au ministère, c'était Jean Choussa, qui est après devenu directeur du budget. Et Jean Choussa est prévu dans le budget 81 du ministère de la Santé un gros budget de 20 millions de francs. À l'époque, c'était un gros budget contre l'alcoolisme. À cause de la campagne présidentielle, il n'a pas pu faire de campagne sur l'alcoolisme. Et il m'a appelé en 81. J'étais donc au comité d'éducation pour la santé, lui était au directeur du budget, après avoir été directeur de la santé des hôpitaux, poste auquel Jean de Cavazoué lui a succédé en 81. Il m'a dit, écoutez, M. Cohen-Sola, si vous engagez à utiliser cet argent pour faire une campagne contre l'alcoolisme, je suis d'accord. Donc, directeur du budget, alors que j'aurais dû reprendre cet argent qu'il avait dépensé, à vous le laisser, mais vous engagez entre d'homme à homme pour le faire. Et donc, j'ai bénéficié d'un gros budget qui m'a permis à la fois de faire beaucoup d'études et surtout de faire une campagne. Parce que les campagnes, c'est très bien, mais il faut à la fois qu'elles soient créatives et puis qu'elles aient un impact. À l'époque, il y avait 3 chaînes de télé et il y avait eu, je crois, 450 spots en 3 mois. Donc, c'était peut-être qu'elle était bien la campagne. S'il n'y a pas d'impact derrière, ouais, ça ne marche pas. Voilà pour la petite histoire. François Bec, moi je voudrais savoir pour vous comment faire un slogan qui fonctionne, entre guillemets, et puis surtout comment on peut mesurer, parce que je crois que c'est vraiment ce que vous faites actuellement, mesurer les impacts des campagnes et peut-être pouvoir les modifier un petit peu. Alors, comment faire un slogan qui fonctionne, ça c'est une grosse question pour nous, puisque donc nous, il y a dans mon équipe des communicants, mais on travaille aussi avec des prestataires qui sont des agences de communication. Donc, moi, je ne sais pas comment on trouve un slogan qui fonctionne, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est essayer. Et quand on conçoit une campagne, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la pré-teste, c'est-à-dire qu'on la travaille avec des échantillons de population, parfois de manière un peu qualitative. On rentre dans les détails avec les personnes, et puis parfois, on fait des enquêtes plus quantitatives où on essaye de voir où en sont les gens, ce qu'ils ont besoin de mieux comprendre sur tel ou tel sujet. Et donc, pour rebondir sur les slogans qui étaient évoqués à l'instant et qui sont remarquables, puisqu'on s'en souvient encore, donc nous, on vient de faire une campagne sur les paris sportifs, par exemple. Ça, c'est une question qui devient une question importante de santé publique, parce que les conséquences sont extrêmement lourdes. Alors, c'est très marqué socialement, hein, c'est même marqué sur les territoires, mais en tout cas, on sait que ça devient une question importante. Et donc, on vient de lancer une campagne qui est peut-être pas dans les grandes campagnes avec beaucoup d'achats d'espace et d'exposition. Et donc le slogan, c'est « Parier, c'est pas rien ». Donc est-ce que c'est un slogan qui fera date ? C'est pas impossible, parce que c'est une question dont la population se saisit aussi. On voit l'injustice qu'il y a autour de ces paris. Les populations qui plongent un peu dans ces paris sont des populations fragiles, qui ont pas elles ont l'illusion de l'expertise. Et donc du coup, voilà. Est-ce que ce slogan fonctionnera ? On verra. En tout cas, on a tout un tas d'actions autour de ça, parce que souvent une campagne ne suffit pas, il faut aussi un accompagnement au niveau des territoires, il y a aussi d'autres formes d'intervention qui peuvent mieux fonctionner sur certaines questions. Donc voilà, le slogan est une chose, il y a beaucoup d'autres composantes dans la prévention qui peuvent être mobilisées.
Jean-Martin. Oui, moi je relance ce que dit François Bec. Une campagne, ça ne suffit pas. Une campagne, c'est une alerte. Ça dit très fortement une position. Mais il faut après, il y a un travail de terrain au niveau des associations, des acteurs de terrain, tous les gens qui peuvent travailler. Et je me souviens que sur Bonjour les dégâts, beaucoup de gens sur le terrain m'avaient dit vous allez nous donner un peu de modernité, nous permis de retravailler. Mais une campagne, c'est simplement une alerte des pouvoirs publics. Et c'est le rôle des pouvoirs publics de le dire. Mais ça ne suffit pas. Mais sur ce qui est François, il y a un autre point qui marque beaucoup, c'est les inégalités. En France, on a un vrai problème d'inégalité de santé. Et dans le domaine de la prévention, il y a encore plus d'inégalités qu'ailleurs. Il y a un vrai travail à faire sur les inégalités. On voit bien qu'en termes d'espérance de vie, il y a, me semble-t-il, à peu près 13 ans de différence de vie entre les 5% français les plus aisés et les 5% de français les moins aisés, et notamment liés à des facteurs extrêmement importants. On voit bien que surtout les problèmes d'obésité, tabagisme, d'alcoolisme, il y a une vraie différence entre les classes sociales. Et donc, le vrai enjeu que l'on a, toujours, c'est comment toucher ces populations qui sont le plus difficiles à toucher. Bien souvent, trop souvent, les actions de prévention vont vers ceux qui sont prêts à les accueillir et qui déjà les ont. Comment toucher des gens, des personnes en difficulté, des personnes... Parce que aussi la prévention demande des fois des moyens. Sur l'alimentation, ça coûte moins cher de manger des pâtes que manger des fruits et des légumes. C'est évident aujourd'hui avec l'inflation. Donc comment faire en sorte d'aider ces populations qui ont plus besoin que les autres? Et je ne parle même pas des populations immigrées, par exemple, des problèmes de langue. J'ai travaillé là-dessus à l'époque, c'est très compliqué de le faire. Je voudrais dire aussi un dernier point, parce qu'on parle beaucoup de prévention. Moi, je voudrais dire que, je disais tout à l'heure en commençant que c'était toujours la priorité de tous les ministres de la Santé et tous les présidents. Simplement, arrêtons de croire que c'est la solution miracle. Ce n'est pas la solution miracle. Il n'y a pas la solution miracle au système de santé. Il y a plein de choses, entre autres. La prévention en est une, mais quelque part, c'est des fois un slogan qui permet de cacher d'autres choses. Et la prévention, c'est pas seulement des mots, c'est des actions. C'est aussi, pour moi, c'est des actions. Et on manque souvent d'actions de terrain. Par exemple, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, j'ai vu dans le programme, des consultations de prévention, des choses comme ça. Il faut que ce soit concret. Trop souvent, ça reste au niveau des mots et pas assez d'actions. Mais vous me disiez aussi, quand on a préparé cette table ronde, que finalement, un peu comme Pasteur qui disait que la chance sourit aux esprits préparés, la prévention, les slogans ne fonctionnent que sur un terrain qui est déjà sensibilisé. Est-ce qu'il y a des opérations à faire en amont, des slogans de prévention? Comment vous fonctionnez, François, par exemple? Alors c'est une question qui est extrêmement importante pour Santé publique France, cette question des inégalités sociales. Et donc effectivement, il faut faire des efforts particuliers. Il faut s'inscrire dans ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, c'est-à-dire cette volonté d'en faire plus pour ceux qui ont plus besoin. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de prévention auprès de l'ensemble de la population, mais en tout cas ça veut dire qu'on va faire des focus sur les populations les plus fragiles. Et donc pour faire ça, on travaille, pour reprendre sur les slogans, on travaille des notions de littératie en santé, d'accessibilité. C'est-à-dire qu'on nivelle un peu par le bas des compétences en termes de compréhension des messages. Donc on va chercher à être sur des messages très clairs. Et puis surtout, sur les actions de prévention, on va compléter ce qu'on fait pour le grand public avec des actions qui sont ciblées vers des populations dont on sait qu'elles sont plus fragiles sur tel et tel plan. Et donc c'est là où, en général, on essaye de se coordonner avec des acteurs de terrain, des associations. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des migrants, les gens du voyage. Donc il y a des populations comme ça très particulières pour qui il faut monter des dispositifs qui sont ad hoc, en fait, si on peut dire. Vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne bien ce que vous préparez actuellement, notamment? Est-ce qu'il y a des actions que vous êtes en train d'initier justement pour des publics ciblés? Comment vous les choisissez? Comment vous fonctionnez pour que ça ne soit pas stigmatisant non plus? Parce que c'est toujours compliqué. Oui, alors c'est vrai ça pose des questions éthiques, mais donc le fait de travailler avec des associations qui sont en contact de ces publics-là au quotidien, c'est eux en fait qui vont savoir quelle est la bonne manière de faire les choses. Nous, on construit des messages un peu globaux. Pour ce qui est des publics migrants, par exemple, ou étrangers, on travaille des outils qui sont dans les langues qui correspondent aux besoins. Mais après, très vite, ça va être un partenariat. Donc, on va subventionner des associations qui sont vraiment spécialisées dans ce contact avec des populations particulières ou des catégories sociales qui sont en grande difficulté. Et c'est donc eux qui vont travailler ce message au plus près des personnes, et c'est ça qui marche finalement.
Ça veut dire que les grands slogans, je cite le deuxième slogan de Jean Martin que j'aime beaucoup, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ces grands slogans généraux, c'est fini. Il faut maintenant essayer de toucher des populations plus ciblées. Non, c'est pas fini du tout. Ça reste. En fait, c'est ce qu'il faut pour entretenir cette idée que la santé publique est vraiment quelque chose à préserver. Donc ça, il faut absolument parler de ça à l'ensemble du public. C'est vraiment de la complémentarité qu'on va chercher. Donc on continue à travailler avec les communicants. Donc on mène des actions de ce qu'on appelle le marketing social, c'est-à-dire l'usage des techniques du marketing, mais à des fins de santé publique. Et donc ça, c'est un travail qu'on va continuer. Et au sein de ce travail de marketing social, il y a ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire aller viser des cibles très précises, et donc la cible grand public, et puis finalement, comment est-ce qu'on s'adresse à un jeune qui n'a pas du tout envie d'entendre parler de santé, qui a les pratiques de ses copains, il y a ce que lui disent ses parents, et puis comment la santé publique s'infiltre là-dedans, c'est pas facile. Et donc là, on va utiliser des influenceurs, on va travailler avec des communicants qui sont spécialisés sur différentes tranches d'âge, et c'est parfois très précis, très étroit. Alors justement, les tranches d'âge, les jeunes, parlons-en. Est-ce que vous avez des messages spécifiques à destination des jeunes? Est-ce que vous avez des messages qui ont raté, par exemple, qui n'ont pas du tout touché les cibles jeunes, qui ont trouvé ça ringard, nul? Ça peut arriver. On oublie toujours les mauvaises expériences. Donc moi, je me souviens de ce qui a marché. J'oublie. Non, mais évidemment. Mais par exemple, on a fait vraiment une très belle campagne sur les maladies cardiovasculaires. Et qui a eu peu d'impact parce que c'est compliqué à faire, parce que le maladie cardiovasculaire demande plusieurs types de comportements. On parlait à la fois de la surveillance de la tension artérielle, de la lutte contre la sédentarité, la lutte contre le tabagisme et le suivi. Et c'était une campagne qui était bouge ton C, c'est bouge ton cœur, on appelait ça bouge ton cœur. Une campagne qui est très sympa. Et on a essayé de faire un truc qui n'a pas marché non plus. Je vais essayer de faire des accords-cœurs avec des entreprises, parce que je pense que la prévention doit aussi aller sur le terrain au niveau des collectivités locales, mais aussi des entreprises. Alors ça se fait, mais j'avais appelé ça des accords-cœurs, c'est-à-dire qu'on signe des accords avec des entreprises. J'avais fait notamment avec Air France, qui à l'époque était là, Square Maximens, où il a une jeune aujourd'hui, en disant on vous offre, on met à votre disposition tout un matériel qui est à la fois au niveau de la nutrition, au niveau des restaurants d'entreprise, on propose des prises de tension régulières, on propose des parcours cœur pour qu'au niveau de l'entreprise, on prenne en charge tout ce qui est la prévention de maladies cardiovasculaires, prise en charge un peu compliqué. Et cette campagne qui était plutôt bien a eu assez peu d'effets à la fois en termes d'impact et en termes pour aller sur le terrain. C'était peut-être trop tôt, puisqu'on va maintenant, je pense que vous en parlerez tout à l'heure, notamment avec Séverine Salgado, la directrice actuelle de la mutualité française. Les mutuelles, de plus en plus, intègrent dans leur contrat des programmes, notamment de lutte contre la sédentarité. Et donc, je pense que c'est très important que vraiment cette prévention, faire de la prévention ou de l'équipe nutritionnelle de la réseau d'entreprise, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, parce que le faire de façon théorique. On est en situation. Proposer dans les entreprises des salles de sport ou des accords avec des salles de sport pour en faire, proposer aux entreprises des prises de tension, proposer aux entreprises des vaccinations, par exemple les campagnes de vaccination contre la grippe dans les entreprises. Et je pense que ça fait partie du rôle citoyen des entreprises, du rôle dans le RSE, dans le S des entreprises. Eh ben, ce S doit aussi apporter à la fois de la médecine dans le monde du travail, pour prévenir les accidents liés au monde du travail, les TMS, les risques psychosociaux qui croissent actuellement, et c'est important, mais aussi de la prévention générale pour l'individu. François, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais revenir à la fois sur les jeunes, comment essayer de faire des choses qui fonctionnent avec les jeunes, et sur les choses qui ne marchent pas. Alors, je vais prendre un exemple américain pour évoquer ce qui ne marche pas, mais bon, évidemment, on pourrait... Non, mais je prends l'exemple américain parce que les Américains font des efforts d'évaluation qui sont absolument remarquables. Ils font beaucoup de choses très intéressantes en santé publique. Et donc là, je vais évoquer un exemple qui n'a pas marché, mais on le sait parce qu'ils l'ont évalué avec des moyens énormes, en mettant en place une cohorte. C'était une campagne contre l'usage du cannabis qui ciblait les jeunes. Et donc la campagne disait qu'il ne fallait pas fumer, en gros, du cannabis, que ce n'était pas bien pour la santé. Et en fait, cette campagne a été évaluée. Ils ont mis une 20aine de millions d'euros, je crois, dans l'évaluation de la campagne, avec les meilleures équipes américaines. Et donc, ils ont constaté que, dans la plupart des cas, il n'y avait pas d'effet de la campagne et qu'il y avait
pas mal de cas où la campagne avait donné envie de consommer du cannabis à des jeunes qui avaient pas du tout, qui étaient a priori pas très intéressés. Donc il y a vraiment ce danger-là. Donc j'insiste sur l'importance de vraiment évaluer ce qu'on tente. On peut tenter des choses intéressantes et puis parfois ça marche très bien. On a eu quelques exemples tout à l'heure. Parfois ça marche moins bien, comme dans cet exemple-là. Et typiquement, sur les jeunes, on sait actuellement que ce qui fonctionne, c'est pas de faire des grandes campagnes, en tout cas sur les addictions, ça marche pas très bien. Peut-être qu'un jour on arrivera à le faire d'une manière très intelligente, mais je pense qu'on n'y est pas actuellement. Et donc ce qu'il faut faire, c'est développer ce qu'on appelle leurs compétences psychosociales. C'est ça qui marche. Des jeunes à qui on apprend à bien se comporter en groupe, à avoir de bons repères par rapport aux autres, à avoir confiance en soi, avoir de l'estime de soi, ça va leur permettre d'affronter les premiers contacts avec les différents produits d'une manière beaucoup plus positive pour eux et de manière très efficace. Et donc c'est là-dessus qu'on va investir, développement des compétences psychosociales chez les tout-petits, chez les ados, et voilà, en essayant de les armer pour la vie. Non seulement ça les arme, mais moi j'ai le souvenir d'une campagne qui va dire quelque chose aux gens qui ont à peu près mon âge. Fleurbel-Aventy. C'était ces deux petites villes où il y avait des efforts d'éducation auprès des enfants sur l'alimentation. Et quand ils rentraient chez eux à midi, ils disaient attends, là t'as mis trop de graisse, on mange pas des frites tous les jours et tout ça. Est-ce que ça c'est encore des actions qui sont menées, parce que c'est aussi de la prévention, mais agir sur les petits pour qu'ils disent aux grands, comme dire papa mets ta ceinture ou arrête de fumer, quoi. Est-ce que c'est des choses qu'on fait encore? J'ai l'impression qu'on en fait moins. Pour vous dire ce que vous dites, on voit bien que les enfants sont prescripteurs. Ça dépend des âges. Sur l'évolution des âges. Les enfants jeunes sont prescripteurs de prévention. Vous le disiez pour la route, pour la ceinture, mais aussi pour le tabac, pour l'alcool. Il n'y a rien de pire quand vous fumez devant un enfant qui dit papa arrête. Bon, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, c'est nul. Oui. Et ensuite ils se mettent à fumer. Donc une évolution. Donc effectivement, c'est un truc qu'on a utilisé à un moment, mais effectivement parce que l'enfant est prescripteur à la fois parce qu'il aime bien les normes, l'enfant a besoin de normes, et puis aussi la trouille du dessous de la maladie des parents. François ? Oui, en fait, on voit assez clairement qu'avec l'avancée en âge des enfants, il y a une période où effectivement le dialogue avec les parents est extrêmement intéressant dans les deux sens. Et puis, quand on arrive à 12, 13, 14 ans, c'est plus une période d'affrontement. Et donc, nous, dans les actions qu'on doit concevoir, il faut absolument tenir compte de ça. Hein. On s'appuyait très fort jusqu'à 12 ans. Et puis après, y aller plus en finesse et s'appuyer sur d'autres adultes référents, mais en général, pas les parents sur cette tranche d'âge-là. Le cancer est actuellement un grand champ de prévention, évidemment. On va avoir la chance d'accueillir Laure Guérou-Acola juste après en tant que grand témoin. Quels sont les grands messages actuellement que vous passez? Enfin, on les connaît, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment aller plus loin encore dans ce domaine? Alors, aller plus loin, ça veut dire continuer, parce que la prévention, on sait qu'elle fonctionne quand elle est vraiment installée dans le temps. On parlait tout à l'heure de dénormalisation, c'est vraiment ça qui se joue, hein. Mais ça prend du temps. Ce que disait Jean-Martin tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Hein. Dans les années 70, le tabac extrêmement présent. Et puis maintenant, ça y est, ça a disparu, mais vous avez vu, il a fallu un demi-siècle pour en arriver là. Et on a encore des prévalences tabagiques. On a un quart de la population française qui fume toujours quotidiennement. Ce qui est nettement plus que pas mal d'autres pays qui ont fait d'encore plus gros efforts de dénormalisation, comme je prends la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni. Donc on voit qu'il faut continuer à faire ce travail-là, ça a du sens, et à chaque fois évaluer pour savoir si on est dans le vrai avec les grandes campagnes qu'on fait, si les interventions qu'on fait plus près du terrain sont efficaces ou pas. Donc c'est une forme de science un peu permanente et où on apprend en marchant aussi. Sur le cancer, il y a aussi toute l'exaction de dépistage, avec toujours le même problème. C'est selon les milieux sociaux et sociaux, le dépistage marche plus ou moins bien. On le voit bien, par exemple, les mammographies, le prélèvement de sang dans les selles, l'hémoculte. On voit bien que ça marche de façon extrêmement différenciée. Et comme disait François tout à l'heure, il faut vraiment travailler. Et moi, je suis très heureux de voir l'évolution qu'a pris à la fois la prévention et l'éducation pour la santé, en chercher dans les sciences sociales, mieux comprendre comment toucher au plus fin, comprendre comment on passe de la connaissance au comportement. Pour prendre un exemple sur le tabac, je ne sais pas si c'est vrai encore aujourd'hui, mais à mon époque, et je le voyais, il y avait plus de fumeurs chez les médecins que chez les non-médecins.
Donc ça montre bien Ça, c'est une bonne leçon. que ça, la oui. connaissance ne suffit pas au comportement. Et donc, arriver à modifier le comportement, c'est très compliqué. Et en plus, il y a les taux de mesure sur le prix, etc. Moi, je me souviens, sur le tabac, il y a un truc qui avait marqué. À un moment que j'avais fait une campagne contre le tabac, j'avais une manip de la CGT en bas de chez moi, en bas de mes bureaux, parce que la CGT de la CEITA protestait contre le fait qu'on ait diminué l'emploi à la CEITA. Et donc, il fallait convaincre aussi les syndicats que faire la prévention était positif. C'est compliqué. Donc, je pense que sur le cancer, il faut pas lâcher. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent, il y a beaucoup de gens différents. Il y a de la prévention primaire, de la prévention secondaire, et je pense que développer le dépistage, qui coûte cher, hein, mais voilà, quand on dit que la prévention peut faire des économies, mais au départ, c'est un coût. Le nombre de dépistages, le nombre de coloscopies, moi, un jour, j'ai calculé combien coûtait une coloscopie. Ça coûte cher, une coloscopie. Combien sont positifs, il n'y a pas des tonnes, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est bien, c'est le titre de notre colloque, la prévention coûte que coûte. Donc, c'est un investissement, et le problème de fond, c'est un investissement dont la rentabilité est loin d'être, n'est pas mesurable. Les économistes le diront mieux que moi, mais c'est très difficile de mesurer la rentabilité. Il ne faut pas penser, je pense, une rentabilité immédiate sur la prévention, surtout qu'on ne peut pas la mesurer. Je voudrais aborder un dernier sujet, vous en avez un tout petit peu parlé avant de terminer cette première table ronde, c'est les consultations de prévention. Alors on est dans le lieu de la prévention, mais là encore, on a le sentiment que c'est très inégalitaire, l'accès à ces consultations. Il y a déjà des gens qui n'ont pas accès à un médecin du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces consultations de prévention? Comment les optimiser et comment en faire profiter tous ceux qui en auraient vraiment le plus besoin? Est-ce que c'est des campagnes d'information aussi? Est-ce que c'est un accès plus facile? Alors, en ce moment, sur cette question-là, on travaille sur une notion qui s'appelle l'aller vers. Et donc, le fait d'essayer d'aller au plus près des populations qui en ont le plus besoin et qui, en général, ne sont pas très demandeuses, enfin, pas assez demandeuses, et en tout cas, encore moins, elles sont parfois demandeuses de soins, parce que c'est déjà trop tard, mais en tout cas, elles ne sont pas très demandeuses spontanément de prévention. Et donc, il y a des actions comme la médiation en santé, par exemple, qui permettent de favoriser les choses, d'essayer de mettre des acteurs un petit peu entre tout ce qui concerne véritablement le sanitaire et les populations qui en ont besoin. Donc c'est vraiment dans un maillage un petit peu plus étroit comme ça qu'on peut arriver à faire progresser cette... Et c'est pas forcément une affaire de médecin? Il peut y avoir des paramédicaux qui font ça très bien, ou est-ce que c'est honteux de dire ça? C'est une affaire de médecin, mais c'est aussi l'affaire de tous les professionnels de santé, et même au-delà de ça, des professionnels du social, de la petite enfance. En gros, la prévention, elle se joue vraiment partout, et peut-être même plus que dans les lieux de soins. Alors je dis ça, je ne devrais pas, parce qu'il y a des initiatives de prévention dans les lieux de soins qui sont remarquables, mais en tout cas, c'est beaucoup à l'école, dans le milieu du travail dont on parlait tout à l'heure, auprès des demandeurs d'emploi. C'est là aussi qu'on a de l'espace pour essayer de développer d'autres actions de prévention. Jean-Martin, dernier mot avant qu'Hélène prenne les questions. Oui, non, mais je pense aussi que c'est au niveau des équipes. Quand on ira vers une équipe soignante, ce sera beaucoup plus facile. Aujourd'hui, il y a encore trop de médecins. Les médecins ne sont pas vraiment formés pour faire la prévention aujourd'hui, en tous les cas. Ça n'est pas partie de leur ADN, si j'ose dire. Et quelque part, ils ne trouvent pas ça très valorisant. Mais je pense qu'au niveau des équipes, c'est important. Et sur les consultations de prévention, moi, je suis assez favorable aux consultations de prévention. Je pense qu'il y a un outil qui favorisera la suivi de la prévention. C'est le dossier médical personnalisé ou le carnet de santé. On en parle depuis tellement longtemps. On en parle depuis des années et des années et des années. Mais c'est vrai, comment voulez-vous savoir, par exemple, un truc aussi bête que les vaccinations? Qui se souvient, c'est-à-dire vaccination contre le tétanos, vaccination contre la polio, etc. Alors il faut faire des rappels, ou contre la coqueluche, ou des dépistages. Donc je pense effectivement le suivi des patients favorisera toute prévention. Et moi, je suis assez favorable à une proposition qui a été faite pendant la campagne de consultation à âge précis en fonction d'évolution de l'âge. Relativement jeune pour essayer de dépister des maladies qui peuvent exister, et des maladies longues, des maladies chroniques, vers 40-45 ans ou une nouvelle maladie qui arrive, et puis après une consultation vers 60 ans pour préparer, parce qu'une prévention extrêmement importante de la perte d'autonomie et du vieillissement. C'est ceci que on n'a pas parlé aujourd'hui, mais par rapport aux enjeux de demain, faire de la prévention pour prévenir le vieillissement, dépister assez tôt les maladies cognitives, pour prévenir le vieillissement à la fois au niveau physique
et cognitive, c'est extrêmement important et je pense que ce n'est pas encore assez développé et je pense que ça peut se faire que par des consultations assez régulières parce qu'on n'ira pas spontanément voir son médecin ou une équipe en disant « est-ce que j'ai des déficits cognitifs ?» Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour la prévention. Hein, c'est comme Tintin, c'est de comme le 7 dit à François, 77 ans. voilà, c'est tout le long de la vie. Hélène. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Anne. Donc, avez-vous des questions? Ah oui, beaucoup de questions. Donc, il y en a 2 au fond. Oui. Monsieur, madame. Les 2 Alors. premiers, voilà. Les 2 premiers qui ont levé le bras, c'était les 2 personnes au fond, d'après ce que j'ai vu. Mais on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Je suis professionnel de santé depuis 45 ans. J'ai animé des ateliers santé active. C'est du coaching en fait pour des adultes. Et avec Patrick Négaré, on a développé un concept qui s'appelait santé active, qui traitait de la prévention par la nutrition, la respiration, le sommeil et le cardiovasculaire. Ces crédits ont été alloués pendant un certain nombre d'années. On a réuni dans ces ateliers des adultes qui étaient en catégorie 2. On a développé aussi ce concept dans les entreprises. Aujourd'hui, je crois qu'il faut travailler surtout sur la santé et la promotion de la santé à l'école. Parce que les enfants sont les adultes de demain et que l'éducation santé passe par l'école. La catégorie 1, comme vous l'a dit le docteur Cohen-Solal, c'est la prévention primaire. Et je pense que si on ne veut pas avoir des adultes qui seront en catégorie 2 ou 3 plus tard, il faut commencer par travailler la prévention primaire. Merci. Et la prévention à l'école, c'est la santé de demain. merci. Merci. Votre voisin avait levé la main aussi, peut-être. Voilà. Si puis vous après, avez il y a 2 une personnes question. devant. Oui, merci beaucoup. Thomas Schmitt, moi je dirige une start-up dans le milieu de la santé, notamment de la prévention, de la bioinformatique au service de la prévention. Et docteur Solal, j'ai été intéressé par une phrase que vous venez de prononcer en disant « les médecins ne sont pas formés et ne trouvent pas ça valorisant ». Alors, on peut mettre en place beaucoup de consultations, de prévention, si, je dirais, philosophiquement, la prévention ne rentre pas dans un intérêt du soignant qui a l'acte de diagnostic et de soigner, qui est un acte puissant et valorisant, évidemment. Et je m'interrogeais sur le fait de aussi modifier cette perception de ce qu'est la prévention pour un soignant. Donc on entend le mot soigner, la prévention n'est pas le soin. Est-ce qu'il ne faut pas changer l'aspect philosophique de ce rapport à la prévention? Est-ce que ça ne se passe pas pendant la formation médicale? Puisque vous nous disiez ces 2 points, il n'est pas formé, il ne trouve pas ça valorisant. Et donc je rejoins un peu le propos de mon voisin en disant c'est à l'école, mais c'est aussi à l'école des médecins. Du coup. Oui. Jean-Martin. D'abord, Oscar, à mon époque, la formation en matière de prévention à la fac était assez nul, on n'est pas vraiment à la prévention. D'autre part, faire la prévention, ça prend du temps. Et ça prend du temps et un échange et une confiance. Moi, je pense qu'il y a d'autres professions qui sont aussi bien prêtes à faire la prévention. Pour parler d'hygiène alimentaire, un diététicien est beaucoup mieux placé pour le faire. Et c'est très long. Moi, je me souviens, j'avais appris à parler d'hygiène alimentaire avec un patient, c'est quasiment faire un examen policier d'abord, un interrogatoire policier. Qu'est-ce qu'il mange, comment, qu'est-ce qu'il a fait. Ça prend du temps et je pense qu'un médecin, dans le mode de fonctionnement aujourd'hui de la médecine de ville, en tous les cas, n'est pas tellement fait pour ça. Je pense qu'à la médecine hospitalière, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il faut. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup dans l'évolution de la santé, aux équipes soignantes et aux équipes qui travaillent entre eux. Les pharmaciens font de la prévention assez bien. Et quelque part, je pense qu'il y a une relation entre malades et pharmaciens qui est moins anxiogène, qui est moins anxieuse qu'avec un médecin. Quand on va voir un médecin, on a souvent une angoisse, un rapport qui est un peu compliqué et qu'on écoutera beaucoup mieux un pharmacien qu'un médecin. Bien souvent, je peux vous assurer que dans la relation médecin-malade, le médecin passe beaucoup de temps pour expliquer une chose et donner des conseils de prévention. La consultation suivante, le malade l'a oublié. Il l'a pas oublié parce qu'il n'a pas de mémoire. C'est parce que c'est pas pour ça qu'il est venu le voir.
et que ça passe un peu au deuxième plan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué dans ce mode de relation. Donc ça demande d'une part une formation initiale, vous avez complètement raison, puis un travail en équipe pour permettre à l'ensemble de l'équipe d'aider les patients à mieux prendre en charge leur santé. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on demande par la prévention et l'éducation pour la santé? On essaie de pousser chaque individu d'être plus autonome pour gérer sa propre santé, lui donner les armes à lui-même pour gérer sa propre santé. C'est ça ce qu'on essaie de faire de par notre métier. C'est pas le rendre sujet, c'est au contraire le rendre acteur de sa santé en connaissant plus sur la santé. François, quelques mots. Oui, je voulais revenir sur la première intervention pour dire à quel point j'étais d'accord avec l'importance d'agir sur les enfants. Et donc, dans les actions qui sont mises en place depuis quelques années, on travaille même sur ce qu'on appelle les 1000 premiers jours. C'est-à-dire qu'avant même la naissance de l'enfant, il y a des interventions pour essayer de se donner toutes les chances, avec des focus un peu particuliers sur des familles monoparentales, des familles en difficulté. Donc il y a cette dimension-là qui est prise en compte. J'évoquais tout à l'heure les compétences psychosociales qui vont être amenées à être de plus en plus développées à l'école, donc je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez. Et puis pour aller un peu plus loin, on est en train de travailler aussi sur ce qu'on appelle la prévention à mi-vie, ce qui elle aussi finalement se situe très souvent juste en amont de l'apparition des grandes pathologies chroniques. Donc l'idée c'est de travailler autour de 40 ans, à un âge où c'est un bon moment pour modifier ses habitudes de vie quand elles sont pas terribles. Et la manière de faire là, ce qui marche le mieux, c'est pas d'essayer d'avoir des grands messages pour faire un peu culpabiliser les gens qui boivent trop, qui fument encore, qui bougent pas assez. Ça va être plutôt de proposer des solutions qu'on appelle les petits pas, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se dire c'est difficile d'y arriver, mais si déjà je commence en essayant de marcher un certain nombre de pas par jour, en essayant de faire un petit peu attention sur l'alcool, un petit peu. Et donc cette logique des petits pas, on a vu dans les expériences qu'on a menées, donc on va essayer de déployer ça, parce que ça fonctionne assez bien. On va prendre encore 2 questions, Hélène. Madame Oui. et monsieur qui ont levé. Rapidement. Anne, oui, lève le bras. Voilà, merci. Anne de Dan, Fondation Fondamentale. Pour reprendre l'OMS, elle a aussi dit pas de santé sans santé mentale. Comptez-vous, vous pouvez me dire un petit peu ce que le pouvoir public compte faire pour ce qui est un angle mort absolu de la santé publique et qui va nous coûter, pour reprendre un petit peu le titre, des milliards d'euros d'ici pas très longtemps si on ne fait rien. Et j'aurais une proposition à faire au groupe Pasteur Mutualiste pour le deuxième dialogue, la prévention coûte que rapporte. Alors, je reconnais que c'est pas terrible comme titre, mais à mon avis, il faudrait peut-être qu'on en arrive là. Merci on va en parler beaucoup. aussi. On va en parler aussi. Non, on va peut-être répondre à... D'accord, je pensais prendre les 2 questions. Sur la santé Ok. mentale. Sujet majeur. Je peux commencer ? Oui, sur la santé mentale, c'est un des axes prioritaires de Santé publique France. C'est quelque chose qui a été encore plus mis en avant. On n'a pas attendu le Covid pour voir qu'il y avait des grosses questions sur la santé mentale, mais en tout cas, ça a exacerbé les choses. On a un dispositif de surveillance qui a permis de mesurer à quel point, notamment, les épisodes dépressifs caractérisés étaient plus importants. Et on arrive aussi assez bien à comprendre ce qui se joue dans cette génération-là des jeunes adultes aussi qui ont vraiment des taux de pensée suicidaire. Enfin, tous les indicateurs sont dans le rouge, donc on l'a vraiment bien dans le viseur. On a fait plusieurs campagnes qui ont eu des effets qui étaient plutôt intéressants. Maintenant, là, c'est pareil, c'est des choses qui vont s'observer sur le long terme. Et puis, c'est une jeunesse qui est aussi face à des perspectives qui lui font un peu peur. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Et puis, il y a eu des assises de la santé mentale aussi qui ont fait un certain nombre de propositions. Donc, nous, on essaye de rebondir là-dessus, en tout cas. Merci. Monsieur ? Oui, on vous entend. Bonjour, Guillaume Aral, je suis kinésithérapeute et président du syndicat national des kinésithérapeutes. J'ai eu la chance il y a quelques années d'avoir justement des enseignements de marketing social à l'école de Rennes, notamment par le professeur Karine Galopel-Morvan. Et je me posais la question, est-ce que ça ne pourrait pas être pertinent qu'on réfléchisse à l'intégrer, notamment aussi dans la formation des professionnels de santé de manière générale? Alors ça fait beaucoup de choses à mettre dans ces formations-là, mais dans le sens où on est plutôt bien formé à la culture scientifique, bien formé à, entre guillemets, ce qui devrait être bon pour le patient ou moins bon, mais on n'est pas forcément bien formé à la manière de le dire. Je vais prendre un exemple tout bête concernant ma profession. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup à la télé, mais en termes de recommandations scientifiques, on est vraiment loin d'être au top. C'est notamment les t-shirts posturaux qui, quand on met un t-shirt, on n'a plus mal au dos et c'est formidable. On peut très facilement expliquer en quoi ce modèle-là n'est pas forcément un modèle d'avenir, on va dire, alors que les tenseurs qu'il y a dans le t-shirt, on en a dans le corps, ça s'appelle les muscles. Par contre,
je ne pense pas que les professionnels de santé, et je m'inclus dedans, on soit parfaitement formés à expliquer en quoi ça n'est pas forcément une bonne solution. Et là, si on braque les personnes, finalement, elles peuvent faire complètement l'inverse et on se retrouve avec un résultat qu'on n'imaginait pas au début. Merci beaucoup. Qui répond François. et puis on... C'est juste pour dire que je suis tout à fait extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est possible d'imaginer ça, peut-être pas sur l'ensemble des formations. En tout cas, il y a une initiative qui est intéressante, c'est celle du service sanitaire des étudiants en santé. Et c'est peut-être aussi dans ces zones-là où donc les étudiants en santé ont quelques jours à passer autour de questions qui ont souvent à voir avec la prévention. Et c'est vrai que là, il y a peut-être une place pour le marketing social, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. On travaille beaucoup avec Karine Galopel et c'est extrêmement intéressant pour nous. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, sauf que le kiné est très bien placé pour faire la prévention, parce qu'il a du temps, il voit régulièrement son patient, il a du temps. En plus, il a un contact avec le corps que les médecins ont souvent moins souvent. Et donc, c'est un beau moment, quand on est chez le kiné, on est dans un univers santé, dans un moment santé. Et donc, c'est un très bon moment pour faire passer aussi d'autres idées, d'autres préventions au-delà du kiné. Moi, quand je suis avec mon kiné, je discute de plein de trucs et on parle aussi d'équilibre alimentaire. Et donc, je pense que tous les lieux de santé comme ça sont un peu plus simples à gérer que la relation médecin-malade. C'est des beaux moments pour parler de prévention, pour parler d'éducation pour la santé. Et donc, les former, les kinés, les pousser à en faire, c'est une très bonne chose, effectivement. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Anne. On vous applaudit. Merci.